Adoption par l'Assemblée nationale de 2 rapports des élections présentés par le président de la CENI. C'est après examen des éléments de réponse apportés par Corneille Nangaa aux préoccupations des députés nationaux. Nous allons également parler des avis de la population à propos du nouveau gouvernement publié le 12 avril, sortie intervenue après 2 mois d'attente. Le gouverneur de l'Ituri, Jean Bamanissa, destitué par l'Assemblée provinciale ce mardi. 33 députés sur les 41 présents dans la salle des plénières ont voté pour sa motion de censure. C'est l'heure du journal et c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre. Direction d'abord l'Assemblée nationale qui a adopté ce mardi les 2 rapports des élections présentés par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit du rapport de 2012-2018 et 2019-2020 sur le processus électoral. C'est après examen des éléments de réponse apportés par Corneille Nangaa aux préoccupations des députés nationaux. Au terme des 48 heures sollicitées pour mieux cerner les préoccupations des députés nationaux soulevées lors de la présentation du rapport général du processus électoral 2012-2019 et du rapport 2019-2020, Corneille Nangaa, président de la CENI, arrivé fin mandat, est revenu ce mardi dans la salle des congrès du Palais du Peuple pour répondre aux préoccupations des députés nationaux. Après avoir fourni des explications claires aux questions soulevées par la représentation nationale, le président de la CENI a regroupé en quelques points les réponses relatives aux préoccupations sur les rapports généraux du processus électoral 2012-2019 et 2019-2020. Le rapport a finalement été adopté à la majorité écrasante des députés présents dans l'hémicycle au moment du vote. Au terme de cet exercice, Corneille Nangaa a dit sa satisfaction d'avoir bouclé en beauté un cycle électoral pour ouvrir la voie à un nouveau cycle qui commence par des réformes électorales. Ce n'est pas un exercice difficile, c'est un exercice légal. Est-ce qu'on sort la tête haute ou comment? Ça, ce n'est pas la question ici. Nous nous sommes apprêtés à cet exercice conformément à la loi. Nous avons clôturé un processus électoral. Il a fallu qu'un rapport y afférent soit présenté à la représentation nationale. C'est ce que nous avons fait. Après adoption du rapport de Corneille Nangaa, la plénière de l'Assemblée nationale a poursuivi les débats sur la proposition de loi Lutundula. Cette proposition de loi a été envoyée à la commission politico-administrative et juridique pour un examen approfondi. Le député national Christophe Lutundula tient sur l'impartialité de la CENI. Pour lui, la centrale électorale ne peut être la reproduction de la majorité opposition. Les délégués des organisations de la société civile proviendraient uniquement de ces organisations ayant la personnalité juridique et des organisations ayant rapport avec les élections. Au cours de la même plénière, a validé le mandat de 7 suppléants et la résolution portant création d'une commission d'enquête sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. L'attente a été longue pour la sortie du gouvernement Sama Lukonde. L'on se demande alors ce que pense la population de ce nouvel exécutif au regard de la dégradation du tissu économique, social et de la situation sécuritaire. Jenny Kaembe était allée à sa rencontre. Après sa publication le lundi dernier, le gouvernement Sama Lukonde, dit des Warriors, est appelé à faire face aux nombreux défis. Interrogés à ces sujets, quelques Kino ont déploré la hausse des prix des denrées alimentaires sur les marchés de Kinshasa et plaident pour l'amélioration du social et de la situation sécuritaire au pays. Je pense qu'il n'y a pas de sérieux dans ces histoires. Quand on devient président de la République, il faut au préalable se fixer les objectifs pour réussir son mandat. Il ne reste que 2 ans pour donner le meilleur de lui-même. Après tout ce temps perdu dans défitilité, nous, peuple, nous voulons le changement dans notre pays. Je félicite le Premier ministre Sama Lukonde pour le travail abattu malgré le temps que cela a pris. Je le félicite également pour le respect de sa promesse sur la représentativité des femmes et l'équilibre géopolitique. Nous demandons à ce gouvernement de tenir compte de notre social et la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa, tout comme dans la partie est de la RDC. Donc c'est quand même
Reste à savoir si dans les 2 années qui restent, ce nouveau gouvernement va réussir sa mission, celle d'échanger les sociales et la situation sécuritaire des Congolais. Si la toile a abondé des remerciements des heureux promus à l'endroit du président de la République, d'anciens membres du gouvernement ont souhaité bonne chance à l'équipe de Sama Lukonde, espérant les voir faire mieux cette fois. Après de longues attentes, depuis sa nomination au poste de Premier ministre, le gouvernement Sama Lukonde a été enfin rendu public. Contrairement à la précédente équipe de l'ancien Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui comptait 66 membres, le présent exécutif national en compte 56, considérés comme des warriors. Au regard des missions de redressement du pays qui les attend, leur tâche n'est assurément pas aisée. À l'orée de la suite du quinquennat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme on peut le constater, l'UDPS, le MLC, l'ensemble de Moïse Katumbi Tchapoué et les frondeurs du FCC arrivent en tête avec des postes clés de vice-premier ministre. C'est le cas du secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge des questions juridiques, Maître Daniel Asselo Okitakoy, nommé vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. De la secrétaire générale du MLC, F. Bazaïba, vice-premier ministre en charge d'environnement et développement durable, de Christopher Lutundula, cadre d'ensemble aux affaires étrangères, et Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation publique. Ce gouvernement n'a pas connu que de contents. Il y a aussi certains mécontents. C'est le cas de Steve Mbikai qui crie à l'injustice. Pour lui, un parti politique pété qui a 5 députés, soit 1% des députés à l'Assemblée nationale ou aucun parti n'a 10%, ne peut être totalement absent dans un gouvernement issu de cette Assemblée nationale. Face à cette injustice, Steve Mbikai demande réparation devant le dribbleur national. Le PT a perdu une bataille, mais pas la guerre. Georges Kapiamba, coordonnateur d'ACAJ, relève certaines préoccupations, surtout la reconduction des 4 ministres cités dans des dossiers avérés des ventes des maisons et détournement des fonds publics. Georges Kapiamba félicite par ailleurs le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le premier ministre Sama Lukonde pour la sortie du gouvernement. Autre réaction est celle de Marie-Ange Mouchebekwa. Enfin, le gouvernement des guerriers est connu. Plus de blocages du FCC, plus d'excuses, plus de boucs émissaires. Elle souhaite plein succès à tous les promus. Courage surtout à Fabrice Puela, ministre des Droits de l'Homme. On n'oublie pas ses attaques et insultes. On attend la perfection de sa part. Fin des citations. Parlant de Steve Mbikai, ce dernier s'est rendu à Kimbanseke pour calmer les cadres et militants du Parti travailliste et du Front patriotique 2023 en colère après la sortie du gouvernement. Ces militants, qui se disent victimes d'injustice, comptaient manifester pour dénoncer l'exclusion du Parti travailliste. Accueilli massivement par sa base de Kimbanseke, Steve Mbikai a lancé un appel à l'apaisement avant de dénoncer lui aussi l'injustice dont est victime son parti. Mais sans tarder, sur les dossiers, Steve Mbikai demande à la base du PT de travailler pour l'avenir. En croire ses propos, les Front patriotique 2023 et les PT doivent travailler non seulement pour faire élire Félix Tshisekedi en 2023, mais aussi pour avoir une majorité écrasante. Avant ces échéances, Mbikai a souligné que le Front patriotique sera l'avocat du peuple auprès du gouvernement pour que ces derniers répondent à ses préoccupations. Atako tuza victime ya injustice tondimi yango tokondose yango tokokombattre pe yango mais etali binote wana za komona biso. Malgré tout, il a demandé aux militants du Parti travailliste et ceux du Front patriotique 2023 à travers la République de soutenir le gouvernement Sama Lukonde.
De son côté, la nouvelle ministre du Genre, Famille et Enfants du tout premier gouvernement Sama Lukonde, Gisèle Ndaya Luseba, s'est dite consciente quant à la tâche et les défis qui l'attendent dans ce secteur. Elle promet de travailler en véritable warrior, dit-elle, dans la vision prônée par le chef de l'État. Félix Tshisekedi tenait le peuple d'abord. Ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Ndaya Luseba Gisèle. Gisèle Ndaya Luseba, warrior des premiers rangs que Sama Lukonde est allé détecter avec la bénédiction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la Convention des démocrates travaillistes unifiés CDTU, regroupement AAB. La nouvelle ministre du Genre a témoigné toute sa gratitude envers tous ceux qui ont toujours soutenu ton combat, un combat noble et de longue haleine. Mais pour celle que l'on surnomme Maman Sociale, le véritable combat vient de commencer car le peuple d'abord, c'est surtout la femme et l'enfant d'abord. Aujourd'hui, Dieu nous a donné ce qui est à nous. Le combat n'est pas encore terminé. Nous venons qu'à peine de commencer. Je demanderai votre soutien comme vous l'avez toujours fait, à tous les niveaux. Vous savez très bien que le ministère que nous avons eu, c'est un grand ministère, demande beaucoup de patience, d'intelligence et plus du travail. Nous devons rendre au peuple ce qu'il attend de nous. C'est comme ça que je demanderai à tout le monde d'apporter main forte à notre ministère pour qu'on puisse gagner Paris dans ce que le chef de l'État attend de nous, le peuple d'abord. Gisèle Ndaya Luseba s'est dite être consciente de la tâche et les défis énormes qui l'attendent. Et puis Jean-Marie Kassamba était notre invité du journal de 13h. En tant qu'éditorialiste, il note que le gouvernement Sama est très éléphantesque et risque de dépenser. On l'écoute. Tout le monde disait d'ailleurs, les 45 personnes annoncées pour un gouvernement, ce n'était pas possible. Ils sont 57, y compris le Premier ministre lui-même, et ça risque même d'être un peu plus que ça, parce qu'on n'a pas encore terminé de mettre en place toute l'architecture. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'agences au niveau du cabinet du président de la République, au niveau de certains services connexes. Et donc, nous avons encore aujourd'hui beaucoup de collaborateurs qui seront à la charge de l'État. Alors que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour entretenir tout ce beau monde. Ce qui peut être salué, c'est la stratégie du président Tshisekedi lui-même. Aujourd'hui, il est en train d'installer son régime avec les personnes qu'il contrôle essentiellement. C'est-à-dire la génération de son père au niveau des l'IDPS aujourd'hui est un peu quasiment mis de côté. Ce qu'il a trouvé, c'est-à-dire qui l'ont accompagné pour être président, ils sont quasi absents de ce gouvernement. Ensuite, ceux qui ont traversé FCC, la grande partie de leaders, d'autorités morales, de personnalités qui ont vécu 30 ans, 20 ans dans la gouvernance, eh bien, ils sont mis de côté. C'est un peu du Macron sans Macron. Et puis, il n'a mis que les seconds couteaux. Il y a quelques vertébrés comme Lutundula, comme Paluku, comme Lucien Moussa, mais essentiellement, ce sont des jeunes qui vont maintenant, d'abord, se faire une carrière politique avec Félix Tshisekedi. Tout est dans les perspectives de 2023. C'est une très bonne chose pour le FCC parce que autrefois, le FCC était un peu, je dirais, le prétexte de blocage. Si le FCC avait accepté même les 10 ou 15 postes proposés, c'était une grave erreur. Ils ne l'ont pas fait, c'est une très bonne chose. Maintenant, le Premier ministre Lukonde, le président Tshisekedi, tous ceux qui sont au gouvernement sont contraints, obligés d'avoir des résultats très rapidement parce que la situation du pays est quasi catastrophique sur tout le plan. Les finances publiques sont quasi inexistantes. Il y a la situation sécuritaire qui est très préoccupante, le social des Congolais, mais en même temps, les institutions sont dans une instabilité qui risque de faire plomber notre stabilité.
Et puis crise au sein du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Des cadres de ce parti politique se sont réunis ce 13 avril à Kinshasa. Objectif, échanger sur des moyens de sortie. Invité à la réunion, Willy Kitobo a été félicité pour avoir travaillé de main de maître, affirme-t-il, à la tête du ministère des Mines. Venu des quelques provinces du pays, ce cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie veulent voir un nouveau vent souffler sur leur parti politique, frappé par une crise interne entre ses membres. Au cours d'un échange, ils font alors appel à leur camarade, le ministre sortant des Mines. Willy Kitobo Samsoni, un modèle de loyauté et de fidélité à Joseph Kabila Kabange. Comme l'invitation vient de nous, on lui a dit réellement qu'il y a une crise qui persiste au parti. Il a donné son point de vue. On ne peut pas l'ignorer. Je crois que c'est vrai, au PPRD, il y a une crise persistante. Les camarades secrétaires permanents et avoués par certains, un nombre important de cadres des camarades du parti, surtout ceux qui gèrent les organes de base du parti. Dans toutes les provinces, il n'a plus accès facile. Ça veut dire si on n'est plus potable, ça devient difficile pour qu'on dirige un grand parti comme le PPRD. Également, quand on voit le texte du parti, les camarades aussi qui réclament, on sait clairement dire que sur le plan du texte, ce n'est pas de la sorte qu'on peut réclamer. Un grand parti politique du pays, le PPRD, est appelé à se remotiver pour une nouvelle dynamique et reconquérir son pouvoir. Dans tous les partis, il y a des conflits, il y a des mésententes, mais on les règle à l'interne. Bon, comme tout le monde savait qu'il y avait une crise, eh bien récupérons cette crise, mais nous revenons à l'interne pour essayer de résoudre cette crise. La méthodologie reste la même, c'est qu'on analyse le problème pour connaître la crise, elle est née comment, elle est entretenue par qui, par quoi, etc. Et quand on se pose toutes ces questions... Les nouvelles en province, la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, est attendue dans les prochains jours à Isiro, au chef-lieu du Haut-Uélé. C'est le gouverneur de province, Christophe Bassiani-Nanga, qui l'a annoncé lundi lors d'une allocution prononcée en marge de la marche de soutien au chef de l'État et aux institutions politiques provinciales dans le territoire de Wamba. Dès les premières heures de la matinée, l'unique artère d'Ibambi créée par le gouvernement Bassiani-Nanga est investie par ces dizaines de milliers de jeunes et vieux salariés sans emploi débarqués des centres commerciaux de la zone, notamment Nebobongo, Bawa, Babonde, sur l'invitation de la société civile. Les aspects Haut-Uélé d'abord et les amis de Christophe pour renouveler leur soutien au chef de l'État ainsi qu'aux institutions politiques provinciales. Arrivés ici aux abords de la rivière Biya, les cortèges est renforcé par plusieurs centaines d'autres manifestants venus de Gombe pour former cette véritable marée humaine qui prend possession de cette énorme digue en construction. Dans leurs allocutions, les organisateurs égrènent l'une après l'autre de réalisations du gouvernement pour saluer le leadership du président de la République ayant permis au Haut-Uélé d'obtenir ce grand changement dans tout le domaine pour finalement figurer parmi les entités les plus dynamiques du pays, alors qu'il y a 3 ans, la province n'était répertoriée sur aucun classement. De passage dans la contrée pour la supervision des chantiers avec ses investisseurs, Christophe Bassiani-Nanga honore ses soutiens. Submergé par la foule avec ses invités, dont les députés provinciaux, l'autorité provinciale se souvient encore de la marche géante organisée 48 heures plus tôt, ici à Isiro, pour dénoncer les tentatives intempestives de déstabilisation des institutions provinciales. Dans leur agenda, les organisateurs prévoient de gagner les 6 territoires de la province pour la même cause. Le 10 avril 2019, le Haut-Uélé avait porté à sa tête Christophe Bassiani-Nanga, avec espoir de tourner définitivement la page noire de son histoire pour s'inscrire dans cet élan de développement sans précédent. En Ituri, 33 députés sur les 41 présents dans la salle des plénières ont voté pour la motion de censure contre le gouvernement provincial dirigé par Jean Bamanissa. Ce vote a eu lieu, notons-le, sans que le gouverneur ne présente ses moyens de défense. Le report sollicité par ce dernier a été rejeté par l'organe délibérant. Il a donc 48 heures pour présenter sa lettre de démission au chef de l'État.
Bien avant sa déchéance, environ 7 rebelles ougandais arrêtés dans le rang de la milice Codeco lui ont été présentés par le secteur opérationnel d'Ituri. Selon le porte-parole de l'armée dans cette province, leur arrestation est à la base de la reprise des atrocités de la dite milice qui s'attaque aux populations. Le secteur opérationnel Ituri a présenté hier lundi au gouverneur de province Jean Bamanissa 7 rebelles ougandais du mouvement Uganda Homeland Liberation Front arrêtés dans le rang de Codeco. C'est les groupes de libération de l'Ouganda. Ils venaient à Pandroma voir l'un de leurs contacts parce que leur groupe contrôle du côté de l'Ouganda, Nebi. Congolese government formally les Codeco parce qu'ils estiment que le gouvernement congolais est ami au gouvernement ougandais dont M. Museveni est en tête. En venant vers le gouvernement, ils n'étaient pas sûrs s'ils allaient être bien accueillis, sinon ils risquaient d'être rapatriés auprès de M. Museveni. Voilà pourquoi ils ont opté pour se rallier au groupe rebelle Codeco. Ils ont recruté à peu près 500 plus. Et là, ils continuent encore à recruter au niveau de Nebi. Par ailleurs, un milicien Codeco répondant au nom de Sami Djabou, en charge de liaison d'achat d'armes entre les rebelles sud-soudanais et le Codeco, arrêté à la frontière sud-soudanaise et la République démocratique du Congo. Nous, au Sud Kivu à présent, où les maires des villes, les administrateurs des territoires venus de cette province et celles du Nord ont signé un acte d'engagement pour accompagner le projet Commune sans viol, initié par l'Organisation internationale Médecins du Monde. C'était au cours d'une conférence de réflexion sur les causes de viol, l'arrangement à l'amiable, voire le retard de jugement en matière de ces violations. Après 2 ans depuis l'implantation du projet Commune sans viol, cette conférence organisée par l'Organisation Médecins du Monde avait pour objectif de mobiliser les autorités locales venues de Bukavu, Uvira, Kabare, Idjui et Goma pour leur adhésion à la philosophie de la communauté protectrice dans la lutte contre les violences sexuelles. C'est une réappropriation par la population de ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire la sécurité dans nos communautés. Et je suis très très fier que Médecins du Monde puisse accompagner ce processus-là et puisse piloter avec ses partenaires, avec ses bailleurs, l'IF, la coopération suisse, avec le mouvement des survivants, puisse accompagner ce processus-là. Et que d'ici une année, on aille trouver d'autres mairies du Kivu Nord, du Kivu Sud, voire d'autres provinces, d'autres administrateurs de territoire pour avoir une coalition non plus de 6, mais de 12 ou de 24 membres qui représentent une force de changement au Congo. Quelques exposés ont été faits pour comprendre la pertinence du modèle de la communauté protectrice comme une réponse communautaire dans la lutte contre ces fléaux qui gangrènent la communauté. Les autorités locales ont tour à tour signé un acte d'engagement contre les violences sexuelles dans leurs entités respectives. Nous avons tenu des conférences autour de cette question et nous avons atterri par un acte d'engagement, un acte d'adhésion pour mettre en place des mécanismes afin de lutter contre les violences sexuelles. L'initiative des Médecins du Monde pour aboutir à un engagement ferme des autorités locales a été très appréciée car elle vise l'instauration d'une commune sans viol au Sud Kivu. Prenons cette fois ce rappel dit de Front Uni du directeur provincial adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, Félim Benga, à toute la population du Lualaba. C'est en prélude du retour du gouverneur Richard Mouyège après plusieurs mois d'absence. Nous devons nous rappeler qu'il y a des valeurs à préserver. Et je vais nous inviter tous, en ces temps de difficultés, en ces temps où nous attendons beaucoup de bruits des couloirs, des bruits de la gare. Nous sommes appelés en tant que citoyens à faire preuve de beaucoup de retenue, faire preuve de beaucoup de calme, faire preuve qu'on est des grands esprits et également faire un effort pour ne pas blesser les uns et les autres dans leur moi profond, dans leur propre dignité. C'est ici que nous devons également faire preuve de l'élégance politique. Faire preuve que tous nous avons déjà développé à nous l'ADN de la nouvelle citoyenneté en prêchant rien que les vivre ensemble. Là, on n'est pas la division,
Et le Lualaba, c'est une province de paix. Nous devons faire un front uni pour le décollage de notre province. Donc, beaucoup d'amour pour les prochains, un amour ardent. Et nous souhaitons également un très bon retour à notre éclaireur, le gouverneur Richard Mengesmans. Un très bon retour à lui au pays et dans la province. Et nous demandons à tous nos compatriotes de se serrer les coudes et de hisser haut l'étendard de l'unité au niveau de notre province. Revenons à Kinshasa où le gouverneur de la ville a effectué une ronde dans quelques artères de la capitale. Objectif, avoir une idée sur l'avancement des travaux de construction et de modernisation de l'avenue Kikwit dans les communes de Lemba et Ngaba, ainsi que trouver une solution palliative face à l'état de délabrement du pont Bongolo à Kalamu. La tournée d'inspection du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontini Ngobila, a eu comme point de départ l'avenue Kikwit, située entre les communes de Lemba, Ngaba et autres, où les agents de l'entreprise Safrimex sont à pied d'œuvre pour la construction de cette voie de communication. Le chef de l'exécutif provincial est satisfait de l'évolution des travaux. Les bénéficiaires de cette route ont livré leurs impressions et souhaitent que l'aménagement des Kikwit arrive à sa fin. La commune d'Engaba sera désenclavée avec la construction de l'avenue Kikwit. Nous sommes heureux et nous devons soutenir les autorités. Une fois cette route ouverte, elle va beaucoup nous faciliter et soulager face aux embouteillages observés à Kinshasa. Que Dieu le bénisse pour qu'il puisse achever ce qu'il a commencé. Ensuite, au niveau du pont Bongolo, jeté sur la rivière Kalamu, dans la commune qui porte le même nom, ce canal s'est délabré totalement. Sur place, il a ouvert une autre passerelle en vue d'une bonne circulation avant la fin des travaux de réhabilitation de ce pont qui seront amorcés dans quelques jours. Province précisément Kwilu pour terminer, le secrétaire général du Palou, Willy Makiashi, a apporté un ouf de soulagement à la population de Gungu sur son inquiétude à propos de l'état de délabrement avancé de la route principale et secondaire de Gungu, coupée suite aux dernières pluies diluviennes abattues sur ce territoire. Il a envisagé une série de solutions drastiques afin de désenclaver ce coin du pays. Soucié du bien-être de ses frères et sœurs, l'ancien vice-premier ministre Willy Makiashi a regroupé urgemment ses bras séculières pour trouver une solution durable à propos de la route principale et secondaire des Gungu, coupée suite aux dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur ces territoires. Alors aujourd'hui c'est une joie. La vérité c'est qu'il appartient au gouvernement de débourser les fonds nécessaires pour l'entretien de cette route à intérêt provincial. Mais il s'est fait que nous avons beaucoup de difficultés, nous en tant que l'État, pour le faire. C'est ainsi que nous avons envoyé des messages aux élus de Gungu, de bonne volonté, à toutes les personnes de bonne volonté, qui peuvent nous soutenir pour trouver d'abord une solution rapide afin que le trafic soit rétabli. Le numéro 1 du Palou s'est engagé résolument à financer à 100% l'exécution de ces travaux, aux grandes dames de la population des Gungu et ses encablures. Des Gungu, vu l'état routier de Gungu Kirunda, détruite par l'érosion pendant un mois sans solution. Dans 2 jours, nous nous sommes trouvés devant les engins de l'office de route pour défendre et réhabiliter notre route. Accompagné de tous les comités de sécurité, la société civile, les cadres militants du Palou, l'initiateur de cette action ainsi que la population nationaliste des Gungu sont déjà rangés comme un seul homme pour lancer dans quelques instants ces travaux de réhabilitation de ces routes d'intérêt général. Place au rappel des titres. Adoption par l'Assemblée nationale de 2 rapports des élections présentés par le président de la CENI. C'est après examen des éléments de réponse apportés par Corneille Nangaa aux préoccupations des députés nationaux. Nous avons également parlé des avis de la population à propos du nouveau gouvernement publié le 12 avril. Publication intervenue après 2 mois d'attente. Le gouverneur de l'Ituri, Jean Bamanissa, destitué par l'Assemblée provinciale ce mardi. 33 députés sur les 41 présents dans la salle de plénière
ont voté pour sa motion de censure. Voilà tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.